Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste préciser que je l'ai tourné juste avant les 16e de finale et que par conséquent, il y a une équipe dont je parle qui a déjà été éliminée. Alors tout ce que je dis sur cette équipe n'est pas forcément ce qui s'est passé, mais l'analyse est quand même intéressante et je t'invite quand même à l'écouter ou à la regarder si t'es sur YouTube. Voilà, écoute, je te souhaite un bon épisode et je te dis à la semaine prochaine, salut. J'ai parlé dans la dernière vidéo des 3 favoris pour la Coupe du Monde, mais j'ai oublié de parler de quelques équipes et il y en a 3 qui pour moi vont faire une mauvaise Coupe du Monde et qui pourtant font partie des favoris. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental de Match. Je m'appelle Baptiste Cugeron, je suis coach et préparateur mental pour les jeunes joueurs à haut niveau qui veulent développer leur potentiel tous les week-ends. Aujourd'hui, on va continuer notre mini-série sur la Coupe du Monde 2026 en parlant de 3 équipes qui, attention, ont des talents énormes, mais qui, selon moi, vont flop à cette Coupe du Monde. C'est parti. La première équipe dont je voulais parler, c'est bien évidemment le Brésil. Le Brésil, nation du football, de la créativité, d'un jeu spectaculaire qui, malheureusement, n'est plus au niveau attendu ces dernières années. On a énormément de joueurs qui ont de la qualité avec Rafinha, Marquinhos, Vinicius, énormément de joueurs qui ont de la qualité, qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas dans les moments importants à se montrer. Et ce fut le cas à la dernière Coupe du Monde en 2022 face à la Croatie, où dans les moments importants, ils ont complètement déjoué et complètement perdu le fil du match d'un point de vue émotionnel. Alors, pour quelles raisons le Brésil a perdu totalement son sang-froid? Je pense que la pression du pays est telle, et je fais un peu le parallèle avec l'Italie, même si c'est un degré bien évidemment inférieur. Je pense que le Brésil a beaucoup plus de pression parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand. Mais je pense que cette pression-là ne leur sert absolument pas et les dessert plus qu'autre chose. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de travailler dans un environnement serein. Alors je parle pas forcément de moyens financiers, Je parle surtout de la pression médiatique, de la pression politique qu'il y a autour de cette équipe-là, qui est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Coupe du Monde, on le rappelle, et qui court après depuis cette 6e étoile depuis des années et des années et des années et des années. Et donc je pense qu'il y a tellement cette pression-là de la nation qui a le plus gagné que du coup, on a du mal à instaurer des choses, on a du mal à travailler correctement. Et je pense que ça les dessert plus qu'autre chose. Et vous allez le voir cette année. Et la décision de prendre Neymar, je pense, l'illustre totalement ce choix émotionnel. Parce que c'était carrément un choix émotionnel. Je pense pas que Neymar ait le niveau aujourd'hui pour être en Coupe du Monde. Il y a énormément d'autres joueurs brésiliens qui ont le niveau et qui n'ont pas été pris, malheureusement pour eux. Alors je sais pas s'il va jouer toute la Coupe du Monde, mais voilà, parce que son niveau physique est tel que je ne sais pas. Mais ça reflète, ce choix émotionnel reflète l'environnement dans lequel évolue la Seleção et je pense pas que c'est un environnement où le Brésil peut devenir champion du monde. La deuxième équipe que je vais évoquer, c'est l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est un cas un peu particulier, c'est un cas un peu épineux parce que Messi fait une Coupe du Monde exceptionnelle pour le moment, avec 5 réalisations en 2 matchs, un triplé, un doublé, face à l'Algérie et face à l'Autriche. Oui, mais voilà, si Messi un jour est en moins bonne forme, ou alors qu'il est mieux contenu par les défenseurs contre des grosses nations, je pense à l'Angleterre, je pense à la France, à l'Espagne, où il va peut-être avoir des plus gros clients au niveau défensif, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de s'exprimer. Alors après c'est Messi, bien évidemment c'est un joueur tellement au-dessus que on sait pas vraiment ce qui peut se passer. Mais je me dis voilà, dans cette possibilité-là, et le match d'hier sur le deuxième but, ça reflète un petit peu ça, parce que finalement on a 2 ou 3 joueurs. Alors Alvarez se trouve totalement sur sa frappe, je pense à mon avis, et après finalement ça retombe dans les pieds de Messi qui fait encore une fois une combativité exceptionnelle. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est exceptionnel à son âge. Et donc si tout repose finalement sur lui, les autres ne prennent pas forcément l'initiative, vont avoir tendance à faire la passe dans les moments où ils auraient pu finalement marquer ou prendre l'initiative de tirer. Et ça pose problème dans une équipe où tout repose sur un héros. J'en ai parlé la semaine dernière avec le cas de Ronaldo avec le Portugal. Ça peut, dans les matchs importants, faire en sorte que ils y arrivent pas. Et puis ce changement de statut, à quel point ça aura changé. Ils ont tellement couru après que finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer ce nouveau statut? Moi, je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas des joueurs qui sont tellement au-dessus de ça, mis à part Messi, voilà, il n'y a pas tellement de joueurs qui sont vraiment au-dessus, qui ont gagné des grands trophées cette année. Point d'interrogation, mais je ne pense pas que l'Argentine sera dans le dernier carré, voire en finale. Et enfin, la dernière équipe dont je voulais parler, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est en totale reconstruction depuis sa désillusion en 2018 à la Coupe du Monde, qui doit accepter, je pense, qu'elle n'est plus l'Allemagne de 2014. Alors il y a moins de pression aussi, il y en a quand même, mais il y en a moins de pression qu'au Brésil, qu'en Argentine, que dans toutes les équipes d'Amérique du Sud en règle générale, moins de pression que dans d'autres nations du football. Mais je pense qu'il y a une forme de pression aussi, et
qu'elle a trop souvent voulu correspondre à qui elle était en 2014. Et c'est là le grand pas en avant, je pense. C'est peut-être que cette année, on a trouvé des joueurs, qui avaient du talent, avec Musiala, Florian Wirtz, on pourrait citer tout l'effectif. Il y a encore Neuer, bien évidemment. Il y a quand même énormément de talent dans cette équipe, mais elle n'est plus impressionnante comme elle l'était avant. Et surtout, je pense qu'elle doit se rendre compte qu'elle n'est plus aussi forte qu'avant. Elle doit accepter qu'elle n'est plus aussi forte qu'avant. Et ça, d'un point de vue psychologique, quand on n'accepte pas d'avoir le même statut qu'on avait avant, forcément on déjoue, forcément à faire des mauvais choix. On va être davantage frustré en compétition. On va commettre des erreurs pendant les matchs sur des erreurs d'inattention qui sont bêtes. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à déjouer et qu'on peut perdre le fil de la compétition. Si l'Allemagne accepte qu'elle n'est plus l'Allemagne de 2014, alors elle pourra faire un beau parcours. De là à arriver dans le dernier carré ou en finale, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle est en construction, elle est sur le bon chemin. Donc peut-être que en 2030, elle sera une nation dominante. En tout cas, c'est pas le cas pour moi, en tout cas aujourd'hui. Voilà, écoute, j'en ai terminé pour mes 3 flops. Dis-moi les tiens dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une analyse des phases de poule qui s'annoncent vraiment sympa, avec des beaux buts, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors reste bien connecté, abonne-toi, n'oublie pas de laisser un like. Et je te dis à la prochaine, salut.